Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 14. Aujourd'hui, très heureux d'avoir avec moi 3 camarades, 2 camarades présents et un troisième qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Le plaisir d'avoir avec moi, mais pratiquement comme chaque semaine, Cyrine. Et un nouveau camarade qui nous rejoint aujourd'hui, Tom, engagé à Paris, notamment chez les jeunes écolos, et engagé donc chez Europe Écologie Les Verts. Bonjour Tom. Bonjour, merci de m'avoir. Merci d'être présent pour ce débat. Alors on a 3 thèmes à aborder ensemble et puis on finira par la question rituelle du podcast Camarades. Je te demanderai, Tom, quelle est pour toi ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Les autres camarades ont déjà répondu la première fois qu'ils sont venus dans le podcast. Alors on va commencer par le premier sujet. Aujourd'hui, on va parler de la marche qui a lieu aujourd'hui contre l'antisémitisme. On enregistre, vous le savez, le dimanche, donc on enregistre dimanche 12 novembre et l'épisode est diffusé le mardi suivant. Qui veut commencer? Cyrine? Yes, je vais essayer au maximum d'économiser ma voix parce que comme vous le voyez, là, elle est un peu en PLS. Je sors du Covid et puis je viens de donner une formation là de 3 heures, donc j'ai plus trop de voix. Mais sur la marche d'aujourd'hui, moi je souhaite réitérer l'appel qui a été lancé par Génération, c'est de ne jamais, jamais, jamais marcher avec l'extrême droite. Et j'aurais aimé que les présidents et présidentes de nos 2 chambres du Parlement l'aient dit, sauf que pour eux c'était des prises de tête futiles et inutiles, je crois, ils ont dit. Mais pour moi, on ne peut jamais marcher avec l'extrême droite, ce serait les banaliser, surtout que l'extrême droite, et notamment le RN, a été fondé par des Waffen-SS que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour négationnisme. Tom? Je vais suivre Cyrine. Jamais, au grand jamais, les jeunes écolos ne manifesteront avec l'extrême droite. Nous n'étions pas présents cet après-midi parce que ce n'est pas possible aujourd'hui qu'avec des négationnistes, avec des personnes justement qui divisent les Français, qui ont justement aussi empêché des camarades juives et juifs de manifester en les repoussant, on ne partagera même aucun combat avec eux. Et justement, c'est quelque chose que je suis très déçu par la gauche et les écologistes, c'est que le cordon républicain, ce n'est rien. Il faut un vrai barrage républicain. Il faut empêcher toute participation de l'extrême droite fascisante à la vie de la République. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous? Parce que lutter contre l'antisémitisme, quand même, il faut le faire. Cyrine? Selon moi, il aurait fallu appeler à une autre manifestation. C'est ce qui s'est passé. Nous, on a appelé à se rejoindre à 11h devant le mémorial commémoratif de la rafle du Veldiv, qui a d'ailleurs été perturbé par des gens d'extrême droite qui sont venus. Ça a même fini par un militant de gauche des jeunes qui a été violenté. C'est appeler à une autre marche. Ou sinon, appeler, donc c'est ce que les autres avaient fait, Olivier Faure et compagnie, une sorte de cordon républicain, mais fouler le même sol que l'extrême droite, pour moi, c'est inadmissible. Tom? Les jeunes écologistes, on était présents jeudi dernier à une commémoration autour du pogrom de novembre connu sous la nuit de cristal. On était présents aux côtés des syndicats, aux côtés des mouvements antiracistes et de lutte contre l'antisémitisme. Donc oui, la gauche, les syndicats devront se mettre derrière les personnes concernées, derrière les associations communautaires, quand ils vont appeler à une marche où il n'y a pas d'extrême droite, qui ne va pas être justement récupérée par les partis. Nous serons toujours en soutien à nos concitoyens, à nos camarades juifs. Nous sommes là pour les aider à lutter contre l'antisémitisme, même au sein des organisations de gauche. Ça, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, nous attendons justement qu'une autre marche s'organise. Et j'espère personnellement qu'une autre marche sera organisée sans l'extrême droite. C'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que ça nous fait poser une question. On en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais ça nous fait nous poser la question de comment on doit arriver à lutter contre la haine, le rejet de l'autre, les meurtres, le terrorisme, et en même temps essayer aussi au maximum d'éloigner ceux
celles et ceux qui ont des discours de haine en permanence. Et l'extrême droite a des discours de haine en permanence, notamment celles et ceux qui sont étrangers, celles et ceux qui sont différents. Donc il faut absolument qu'on trouve à gauche, et c'est peut-être ce que vous dites d'une certaine façon, des territoires d'expression, de rassemblement pour pouvoir lutter à la fois contre le terrorisme et contre la haine et contre les meurtres et la barbarie, et en même temps contre, entre guillemets, les messages, les valeurs de l'extrême droite. Cyrine ? Bah totalement. Moi, ce que je souhaiterais ajouter, c'est qu'en plus d'avoir des discours de haine, l'extrême droite est fondée sur la haine. C'est son programme politique, c'est la haine, c'est la division. Et ça, il faut absolument jamais l'oublier. Moi, c'est une phrase que ce que je dis toujours, c'est que l'extrême droite n'est pas une opinion, c'est une infraction pénale. Et ça, je souhaite le redire aujourd'hui et que le plus de personnes nous entendent, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. L'extrême droite, c'est une infraction pénale. Et que, en plus de ça, moi, ce que je souhaiterais aussi rajouter, c'est que à gauche, là, pour l'instant, on n'est pas à la hauteur. Il y a beaucoup trop de divisions. Et puis, pardon, mais ce que Mélenchon dit, c'est n'importe quoi. Ce que Mélenchon dit, ça ne représente pas la gauche. Mélenchon, à lui tout seul, ne représente pas la gauche. Et non, appeler cette marche contre l'antisémitisme, je sais plus ce qu'il avait dit, mais non, ce n'est pas faire l'apologie du gouvernement israélien. Enfin, j'ai pas compris comment il l'a dit, mais non seulement il ne faut jamais lutter et marcher avec l'extrême droite, il faut lutter contre et marcher contre l'extrême droite, mais surtout, il faut qu'à gauche, on soit à la hauteur. Et pour l'instant, là, on est en train de passer pour des antisémites à cause de quelques personnes et notamment Mélenchon, et on est en train de perdre les personnes juives, qui sont notamment des personnes juives de gauche. Moi, j'ai des amis juifs et juives qui ne se sentent pas soutenus par la gauche actuellement, parce qu'on n'entend que un ou deux discours, alors que ce n'est pas le discours majoritaire. Merci Cyrine. Le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Lucas, engagé au PRG, qui est déjà venu dans d'autres épisodes du podcast Camarades et qui, je crois, revient d'un rassemblement. Bonjour Lucas. Absolument. Bonsoir à tous. Désolé des quelques minutes de retard. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce que là on parle de manière générale ? Oui, on parle des rassemblements contre l'antisémitisme, la place de la gauche, ce que la gauche a fait, et notamment le fait qu'on accepte d'une certaine façon la présence du RN, du FN, dans les rangs, dans les manifestations. Voilà. Non, oui, effectivement. Effectivement, tu l'as dit, moi je suis militant du Parti radical de gauche, mais là je vais peut-être prendre une casquette qui est ma deuxième casquette, c'est celle de délégué national jeune de la LICRA, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Je pense qu'il faut très bien le dire, et je pense que vous l'avez dit, personne n'est dupe. Le Rassemblement national essaie de se joindre dans ces manifestations pour essayer de dire oui, mais nous on lutte mieux que une partie de la gauche contre l'antisémitisme. Mais bon, le Rassemblement national, c'est le Front national, et le Front national, il faut le rappeler, a été fondé par d'anciens collabos, d'anciens SS, et rien que sur ça de base, ça les discrédite totalement dans la lutte contre l'antisémitisme. Et certains, et je pense notamment au député Meyer Habib, je crois que c'est ça son nom, qui dit que le Rassemblement national aujourd'hui qui dit que presque ce n'est pas un danger pour nos compatriotes de confession juive. Or, c'est totalement faux. Oui, il y a un antisémitisme qui vient, et il est vrai, d'une partie de la gauche, ou plutôt de l'extrême gauche. Ça l'a toujours été. Il y a toujours eu une gauche dreyfusarde et une gauche anti-dreyfusarde. Ça, c'est vrai. Mais l'extrême droite reste l'extrême droite, et l'extrême droite par essence est contre les deux compatriotes de confession juive, et sont antisémites par essence. Jordan Bardella qui dit qu'il pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, moi je lui répondrais effectivement, moi je pense pas qu'il n'est pas antisémite, j'en suis sûr qu'il était antisémite. Il a quand même été condamné par la justice. Quelle autre preuve meilleure que celle-ci, que ces 5 condamnations par la justice. En tout cas, moi je déplore que en fait la France insoumise fasse le jeu de l'extrême droite en n'étant pas présent à ces manifestations, que le tweet de Mélenchon dont parlait Cyrine soit totalement odieux, dire que tous ceux qui étaient dans ces manifestations cautionneraient les massacres qui sont faits par le gouvernement israélien, mais c'est complètement insensé. C'est pas parce qu'on lutte contre l'antisémitisme ici en France que on soutient la politique du gouvernement de Netanyahou. Et puis justement, faire l'amalgame entre les juifs de France qui sont victimes, il faut le rappeler, de plusieurs centaines, si ce n'est plus de 1000 actes et attaques antisémites depuis un mois, et le gouvernement de Netanyahou et Israël, c'est en soi une forme d'antisémitisme. Je doute que Jean-Luc Mélenchon soit trop bête pour
faire une erreur comme ça. Je pense que c'est un vrai calcul électoral qu'il joue la division, le clivage comme d'habitude. Mais quand t'as clivé et il se dit autant cliver jusqu'au bout. Après l'extrême droite parce que moi je pense qu'il est profondément sûr que l'extrême droite va gagner en 2027 et qui se dit qu'il sera le chef de la résistance. Moi je pense qu'il joue avec le feu et à jouer avec le feu on finit par se brûler. Après, après aussi, on peut se demander si dans ce genre de situation, il n'y a pas non plus des pièges dans lesquels on tombe, d'un point de vue politique ou peut-être même médiatique. Au début, quand l'appel a été lancé par les deux présidents des deux chambres, c'était avec une bonne intention, c'était nécessaire, c'était utile. Et puis après, on a vu les prises de position, Macron qui dit qu'il va y aller, et puis après il y va pas, et puis en fait il fait une lettre aux Français dans un journal, mais personne va la lire. Enfin, il faut dire la vérité, les Français vont pas forcément acheter un journal juste pour lire. Donc ça a été commenté par les commentateurs. Euh, Pareil, le RN, il a joué un petit peu sur la chose en disant nous on y sera, mais on n'est pas comme avant, etc., etc. Et puis surtout, il y a eu, je crois, c'est dans le JT de TF1, je crois, les deux présidents, Assemblée nationale et Sénat, qui ont dit non mais en fait les partis politiques ne sont pas invités, c'est tous les citoyens qui sont invités. Bon, ça c'est aussi prendre les gens pour des idiots quand on porte un message politique, quand on représente un parti politique. Tu le disais, Lucas, à juste titre, on n'est pas non plus que citoyen, on est aussi citoyen avec un engagement politique, avec un passé militant, et quand on représente un parti politique, on n'est pas juste soi, on est aussi un étendard d'une certaine façon d'un parti politique et de son histoire et de ses valeurs, non Lucas? Ah mais absolument, absolument. Un moment, effectivement, c'était tous les citoyens qui étaient invités à se rendre dans ces rassemblements. Et je pense que d'ailleurs, enfin, je le sais, la majeure partie des personnes qui étaient dans ces marches et ces rassemblements aujourd'hui étaient des personnes qui n'étaient pas encartées dans des partis politiques, mais ils sont venus là parce qu'ils ont une certaine vision de notre démocratie, de notre République. Et notre République, c'est celle qui se dresse face aux attaques qui peuvent être faites contre nos concitoyens. Bon, dans ce cas-là, c'est les concitoyens de confession juive, mais c'est dans la même veine, il faut se dresser contre les attaques qui sont faites contre nos citoyens, contre nos concitoyens de confession musulmane, de confession chrétienne, ou même qui n'ont aucune confession. Attaquer un de nos concitoyens, c'est nous attaquer à toutes et tous. Et ça, il faut le rappeler. Et je pense que aujourd'hui, les gens ont voulu dire stop, ça suffit. Effectivement, 1000 actes antisémites depuis, enfin plus de 1000, je crois que c'était la semaine dernière le comptage, on doit peut-être être à plus malheureusement, mais 1000 actes antisémites depuis un mois, c'est trop, c'est beaucoup trop. Un seul, déjà ça aurait été trop. La bête immonde est là, elle est de retour, en réalité elle a toujours été là, mais c'est juste que peut-être que c'est exacerbé avec les différents événements internationaux. En tout cas, il faut qu'en France on lutte pour qu'il n'y ait pas pour que nos concitoyens se sentent en sécurité, peu importe leur confession. Mais là, dans ce cas-là, notamment les personnes de confession juive, parce que ça commence par eux, on le sait, et ensuite, ça finit avec tous les autres, puis les minorités, puis les femmes. Bref, c'est notre devoir commun à tous, il me semble. Merci Lucas d'être présent et merci d'avoir rappelé que tu étais aussi présent aujourd'hui avec une autre casquette que ta casquette habituelle. Tu es engagé pourtant au PRG. Au PRG, vous défendez une 6e République et ce dont on est en train de parler, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire qu'il va falloir au bout d'un moment que la gauche et les citoyens de gauche s'emparent de ce genre de situation pour ne pas attendre que des directives soient données, que cela soit du côté des partis politiques ou des représentants politiques, parce qu'on voit ce que ça a donné. C'est ce que je voulais dire d'une certaine façon. C'est qu'aujourd'hui, le journal du dimanche, en une, il y a Sarkozy et Marine Le Pen. Et c'est pas possible parce que les gens qui sont descendus dans la rue, comme tu le disais à juste titre, sont descendus pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme et pour une certaine idée de la République. Tom? Oui, quand les gens sont descendus aujourd'hui pour lutter contre l'antisémitisme et une certaine idée de la République, je pense qu'on a eu, ça a été un électrochoc pour les militants de gauche et écologistes. C'est quand on a eu donc ce cordon sanitaire avec Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel et tant d'autres, ils ont été hués, alors que Le Pen, Reconquête ont été applaudis. Le Pen a même déclaré « Nous sommes exactement là où nous devons être ». Il y a une remise en question. Comment ça se fait qu'en si peu de temps, la gauche étant rejetée et que justement la dédiabolisation est finie? Parce que accepter Zemmour
Zemmour qui dit que Pétain est un grand défenseur des Juifs soit accepté dans ces manifestations, moi ça me choque. Aujourd'hui, on a une faillite morale et politique de la gauche, et justement, comment reconquérir nos concitoyens, juifs, musulmans, athées, catholiques, n'importe quoi, c'est quelque chose qu'on doit faire. Si on veut éviter ce qu'on va appeler un chat, des fascistes au pouvoir en 2027, va falloir commencer à se remettre en question maintenant. Faudrait que, en partie, la France insoumise se remette en question, parce que encore une fois, le député David Guiraud est accusé de relativiser l'attaque du Hamas, et Emmanuel Bompard dit qu'il n'y a aucune raison de le sanctionner. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'expliquer pourquoi on est autant incompétent. Donc pourquoi on est autant incompétent, est-ce qu'on s'est reposé sur les lauriers comme quoi nos positions se suffisaient à elles-mêmes? Non, aujourd'hui il faut des actes forts. J'espère que les députés et sénateurs et sénatrices de gauche sauront faire la part des choses et proposeront des choses concrètes aujourd'hui. Donc je pense que on a un moment où il faut vraiment qu'on se remette en question. Parce que c'est plus possible d'être comme ça, c'est plus possible d'avoir autant de divisions sur ce sujet, alors qu'il n'y a qu'une seule réponse, une lutte contre l'antisémitisme, une lutte contre l'islamophobie rampante dans notre société. Cyrine ? Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et je sais que les jeunes écolos n'avaient pas appelé à la marche, ELV l'avait appelé, Génération on a appelé à marcher, mais sans l'extrême droite. Mais en fait, je déteste être binaire. Mais pour moi c'est beaucoup trop de la faute de Mélenchon, parce que il s'est imposé comme la première personnalité de gauche par les élections, très bien, mais en fait avec tout ce que lui dit et ce que Tom a très bien rappelé avec David Guiraud et Emmanuel Bompard, en fait il représente la gauche à un juste titre, hein. Il ne représente pas toute la gauche, mais par leurs actes, en fait, on va penser que toute la gauche pense comme telle. Et donc, quand des propos comme ça sont tenus, c'est inadmissible. Quand on voit qu'il y a aussi la participation de Taha Bouafs qui multiplie les événements, notamment avec David Guiraud. Déjà, on rappelle les VSS qu'il a commises, et que si les victimes n'ont pas porté plainte, c'est parce qu'elles ont été menacées. Déjà, de un, je tiendrai toujours à le rappeler, mais surtout, Taha Bouafs tient des propos extrêmement problématiques. Et donc, le fait qu'on ait cette banalisation de l'antisémitisme par quelques personnes de gauche, ça nuit à toute la gauche. Alors qu'on sait que au PS, ELV, Génération, ce n'est pas du tout notre ligne, et même au PRG ou dans tous les autres partis de gauche. Et ce qui fait que la gauche est en train de perdre sur ce terrain-là, c'est à cause de ces quelques personnes, et qu'en même temps, les gens entendent juste ça de Mélenchon et se disent ça vient toute la gauche. Alors qu'il suffit juste d'aller sur les pages de réseau respectifs des partis pour comprendre que ça n'est pas le cas. Et je pense aussi que pourquoi la gauche est en train de perdre du terrain, c'est parce que la gauche soutient bien plus facilement le peuple palestinien, et que en fait il y a une double essentialisation qui est faite. C'est que gouvernement d'extrême droite israélien égale tous les juifs, c'est faux. Défendre le peuple palestinien égale défendre le Hamas et l'islamisme, c'est faux. Et donc en fait il y a ce double sens qui est fait, et que alors qu'il y a plein de collectifs juifs anticolonialistes et de gauche qui dénoncent que le gouvernement d'extrême droite israélien fait. Ça ne veut pas dire s'attaquer à tous les juifs, et que ces actes antisémites soient commis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en France qui pensent que juifs égale Netanyahou, égale extrême droite israélienne, alors que ça n'est pas le cas. Et on a une responsabilité à porter. Moi, j'ai envie de dire à Mélenchon, stop, ça suffit les bêtises, là, juste tais-toi. Je vais être très très cash, hein, mais j'ai envie de lui dire de se taire, d'arrêter de tenir des propos de la sorte qui sont juste ignobles et qui méritent le poil à chaque fois que j'en vois un. Et j'ai envie de dire aux autres partis, mais prenez encore plus de place médiatiquement pour porter le message. Effectivement, que la gauche a été huée au Rassemblement et pas Marine Le Pen, c'est scandaleux. Qu'on doive encore rappeler le fondement de ce parti. On dit oui, mais ils ont évolué, alors que c'est faux. Marine Le Pen encore aujourd'hui s'affiche avec des dirigeants, des anciens dirigeants du GUD, de factices d'extrême droite, et ça me désole. Bon, en tout cas, ça t'a fait partir là tout, hein. Ça m'a fait Ça t'a bien réveillé, elle est en train de Cyrine. revenir. Elle est en train de revenir, là je la sens, je vais boire de l'eau, j'arrive. Avant de passer au deuxième sujet, qui est quand même le prolongement de ce dont on est en train de parler et ce qui se passe chez LFI et au niveau de la gauche en général. Lucas, toi qui reviens de ce rassemblement-là, je veux bien quand même en quelques minutes ton regard sur comment t'as senti un petit peu l'ambiance, l'atmosphère. Tu as très certainement fait d'autres manifestations avant, précédemment, ces derniers mois et ces dernières années. Mais là, est-ce qu'il y avait une particularité ?
Je pense que la particularité, c'était de voir déjà nous ici à Toulouse, c'est tous les partis qui ont appelé à se réunir. Et c'était d'ailleurs explicitement dit dans l'appel, donc c'était le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste qui a initié ça, que c'était tous les partis hors RN. Et de base, les élus insoumis se sont mis en dehors eux-mêmes en disant oui, mais nous on n'ira pas avec le RN. Donc déjà, ça veut dire que ils savent pas lire, je sais pas, ou alors ils font exprès. Dans les deux cas, dans l'un des deux cas en tout cas, c'est pas normal que quand on appelle à tout le monde sauf le RN, eux qui se disent des défendeurs de la communauté juive, eux qui se disent lutter contre l'antisémitisme, ils auraient dû être là. Mais en tout cas, pour la majeure partie des gens qui étaient là, je pense, et en tout cas moi j'ai senti comme ça, il y avait une atmosphère un peu lourde et en même temps une atmosphère de cohésion. Surtout que, bon là je parle en tant que Toulousain, mais nous on sait ce que c'est que l'antisémitisme à Toulouse. On sait ce que c'est que de voir des gens tués parce que juifs à Toulouse. Il faut rappeler les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. À Toulouse, Mohamed Merah a quand même a quand même tué 4 personnes, 3 enfants et un professeur parce que juifs. C'est-à-dire que nous, c'est presque comme si on avait ça un peu dans nos veines, j'ai envie de dire. Et donc là, je viens de tomber sur les chiffres. Il parle de 7000 personnes rassemblées sur la place du Capitole. Ceux qui voient la place du Capitole et qui savent comment elle est, sachant qu'aujourd'hui, ils sont en train d'installer aujourd'hui en ce moment, le marché de Noël et que ça réduit encore plus la place. Bon, on était un petit peu serré. Mais en tout cas, de voir autant de monde réuni pour cette même cause, j'ai envie de dire, ça donne de l'espoir. Et j'ai presque envie de dire, là où on a dit je suis Charlie, je suis Paris, je suis Bruxelles, qu'aujourd'hui, c'est possible d'ailleurs qu'il y en avait qui avaient des pancartes je suis juif, parce qu'aujourd'hui je pense que nous étions toutes et tous juifs, tout comme on a été Charlie, parce que on se reconnaît à travers eux, parce qu'en fait en réalité ce sont les mêmes que nous, ce sont des citoyens français. Peu importe la confession, et donc comme je disais, à partir du moment où on s'attaque à eux, on s'attaque à nous aussi. Et en tout cas, c'était une vraie, bon, moi qui suis un laïc profond, de dire une vraie communion, ça va être un peu un peu rigolo, mais en tout cas, c'était vraiment une communion autour de la lutte contre l'antisémitisme et surtout pour les valeurs de notre République. Une communion fraternelle. Absolument, une communion fraternelle, on dira ça. France Info rappelle en ce moment même que 105 000, oui c'est ça, personnes ont manifesté à Paris lors de la marche contre l'antisémitisme, et France Info rappelle indique en tout cas qu'il s'agit de la plus forte mobilisation contre l'antisémitisme depuis la marche de protestation contre la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990, soit il y a 33 ans. Passons maintenant à un autre sujet qui va être très certainement le prolongement de notre discussion, et avant de laisser la parole à Tom, on va s'intéresser un petit peu s'il y a, on l'a appelé comme ça ce sujet, du rififi chez LFI, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une fronde à l'intérieur de la France insoumise qui va créer peut-être, on ne sait pas, une fracturation, voire des fracturations qui peuvent se propager ou pas à l'ensemble de la NUPES et à l'ensemble de la gauche. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions, Tom ? Donc, avec l'histoire qui est en train de se passer avec Garrido et sa mise à l'écart pendant 4 mois, j'aimerais rappeler que c'est la même mise à l'écart, même si on va dire oui, Adrien Quatennens a été exclu du groupe, c'est ridicule. C'est ridicule. Déjà, première chose que j'aimerais dire, c'est un soutien total et inconditionnel à l'ex-femme d'Adrien Quatennens, qui a été victime de violence. Adrien Quatennens a été condamné. Moi, je trouve ça choquant. Et en plus, c'est que Garrido n'a pas eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon comme Adrien Quatennens. Il y a un grand problème à LFI. On doit se remettre en question. On doit se remettre en question dans l'organisation interne dans nos partis politiques au sein de la NUPES et même en dehors. C'est aujourd'hui les voix dissonantes, les voix dissidentes sont punies de façon très forte. On va se rappeler de la mise à l'écart de Sandrine Rousseau pendant la campagne des présidentielles de Yannick Jadot. Je pense pas que l'affaire Garrido aura un impact sur les autres partis aussi grand qu'il y a eu pendant la division autour de Quatennens.
Mais j'ai peur justement que ça va de plus en plus renfermer la France insoumise et comme on a pu le voir lors de la fronde autour de Clémentine Autain, de François Ruffin ou autres, la France insoumise ne sait pas se remettre en question. La France insoumise est un mouvement quand il s'arrête, s'écroule. Donc c'est normal qu'ils enchaînent ce genre de polémique, c'est car ils ne savent pas se remettre en question. Et j'espère que si ça arrive au sein de Génération, au sein du PRG, au sein de ELV, nous saurons faire mieux. Pour reprendre ces beaux mots de Mélenchon, c'est faire mieux, c'est aussi assumer quand on fait des erreurs. Cyrine? Ah bah je rejoins entièrement tout point, hein. Il m'a ôté les mots de la bouche. Faire mieux, que Mélenchon se l'applique à lui-même d'abord. Et je pense que ce qui se passe là avec Garrido, même ce qui se passe là avec la marche sur l'antisémitisme, c'est symptomatique de LFI, et ça a commencé avec l'affaire Quatennens. En fait, de façade, LFI paraissait forte, unie. L'affaire Quatennens a montré ses failles, alors, je ne suis pas dans la France insoumise, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais de ce que j'en vois d'extérieur, de ce que des camarades insoumis me racontent, des failles démocratiques, des failles idéologiques. Ça prétend défendre le féminisme, mais ensuite ça vient défendre un homme condamné pour violence conjugale. Et ça parlait de présomption d'innocence alors qu'il a été condamné. Ensuite, ça parle de réhabilitation alors qu'il vient d'être condamné, qu'il n'a pas encore mérité cette réhabilitation dans la société. Et donc ça a commencé par Quatennens, et on a vu un peu l'hypocrisie de Mélenchon et des pro-Quatennens, qu'effectivement Garrido a été une des personnes qui s'est élevée contre, qui a porté sa voix contre Adrien Quatennens, notamment avec Pascal Martin, avec Clémentine Autain et François Ruffin et d'autres personnes. Et donc on les présente comme des frondeurs, et je suis sincèrement désolée de dire un gros mot, mais des fouteurs de merde et fouteuses de merde, alors que ce sont tout simplement des personnes qui portent leur voix, mais ils en ont le droit. Sauf que dans un parti où il n'y a pas, voire très 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 peu, même pas de démocratie, c'est assez compliqué. Et donc là, ce qui se passe avec Garrido, comme tu l'as dit Tom, si on compare les sanctions, c'est la même qu'avec Quatennens. Alors oui, elle n'est pas exclue du groupe, mais qu'elle puisse plus prendre la parole au nom du groupe, qu'elle soit exclue. Enfin, pour moi, c'est une exclusion en soi. Qu'elle prenne aussi 4 mois, que personne ne la soutienne, je trouve ça tellement choquant, et qu'on la fasse passer pour une causeuse de troubles, alors que juste elle défendait ses positions, surtout que quand on lit son long tweet, elle raconte qu'il y avait des choses qu'elle voulait faire, enfin qui semblent en plus logiques, hein. Ce qui se passe à LFI là, pour moi c'est pas un nouvel acte, c'est la continuité depuis plus d'1 an avec l'affaire Quatennens, et c'est en train de montrer des failles, comme je disais, tant démocratiques qu'idéologiques. Et on ne peut se dire de gauche si on ne prône pas la démocratie, on ne peut se dire de gauche si on ne respecte pas ses engagements féministes et ses engagements contre l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme. Donc quand j'ai vu le tweet de Garrido, j'étais atterrée. Je sais depuis assez longtemps qu'elle s'élevait contre Quatennens, et ça me rassurait, mais de voir ce qui se passe actuellement, même Clémentine Autain, mais elle se fait clairement attaquer par Mélenchon, parce que Mélenchon ne supporte pas l'opposition. Mais on n'est pas dans une secte là, on est dans un parti, Parle bien dans le micro, Cyrine. Pardon, excusez-moi, j'avais mon doigt sur le micro. Je disais, on est dans un parti, on n'est pas dans une secte. Donc ne pas être d'accord avec Mélenchon, ça ne veut pas dire être mis à l'écart et être harcelé et être attaqué. Et je suis profondément atterrée. Et comme dit Tam, j'espérais que si ça se passait dans nos partis, ça ne se passerait pas comme ça. Et force est de constater que c'est le cas, hein. Quand il y a des soucis comme ça, il n'y a eu aucun problème. Par exemple, chez ELV, il y a beaucoup moins de problèmes à critiquer ce qui s'est passé par rapport à Julien Bayou ou à Baupin que là par rapport à Quatennens. Enfin, encore une fois, je le dis à chaque épisode, mais quand on a lancé la relève féministe, on n'a eu aucun problème vis-à-vis des militants ELV et jeunes écolos. Par contre, au niveau des militants insoumis, là, le harcèlement et les attaques se sont faites. Et c'est juste une continuité depuis 1 an. Et en fait, le masque est en train de tomber. Et on est juste en train de voir que ce n'est pas pour moi, juste avec ces actes-là, hein, pas de façon générale, bien sûr, hein. Ça reste des camarades, mais juste avec ce qui se passe vis-à-vis de Mélenchon, que en fait, c'est juste un mouvement de soutien à Mélenchon. C'est pas un mouvement politique qui prône un programme, en fait. Donc, j'ai envie d'exhorter, comme l'a fait Tom, à ce que les insoumis fassent mieux, à ce que Mélenchon fasse mieux, et effectivement à ce qu'ils acceptent la critique, parce que dans une démocratie, c'est normal de critiquer et de remettre en question. Oui, en même temps, on peut se demander si tout simplement ils sont pas en train de découvrir le principe des courants. Lucas? Oui, c'est ça.
Oui, bon, moi, je vais avoir beaucoup plus de facilité à critiquer ce qui se passe au sein de la NUPES et enfin, plutôt au sein de la France Insoumise, mais du coup, par un petit peu extension, ce qui se passe au sein de la NUPES. Parce que le Parti radical de gauche, nous, c'est exactement ce qu'on disait de la France Insoumise et de ce qu'on pensait qu'allait être la NUPES. Euh, Quand on se dit aussi républicain que ça, on ne peut pas ne pas prôner la démocratie au sein de ce mouvement. Mais en même temps, il n'y a aucune surprise, parce que Jean-Luc Mélenchon en 2016, je crois que c'était 2016 ou 2015, avait dit que, je cite presque, j'ai plus la citation exacte, mais qu'en gros, les voix un peu dissonantes, il allait falloir les faire se taire, soit en les convainquant, soit par la force. Bon, je pense que il avait tout dit sur son mode de fonctionnement. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, il avait dit lui-même, a été un peu choqué, non pas choqué, mais plutôt traumatisé par les courants au PS, et il voulait que son mouvement à lui, il n'y ait aucune voix plus haute que l'autre. En tout cas, moi, quand j'ai vu le tweet de Garrido, je me suis dit bon, bah, allez, c'est bon, le tribunal soviétique a parlé, et encore tribunal, il n'y a pas eu parce qu'elle n'a pas eu le droit de se défendre devant ses pairs. Donc, juste la sentence divine de Monseigneur Mélenchon est tombée. Pour ce qui est de Rachel Garrido, comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit, Cyrine et Tom, prendre 4 mois, ce qui est autant que Quatennens, c'est une honte mais absolue. Mais une honte sans nom, enfin c'est indicible. C'est un député communiste qui disait que en fait elle était trop insoumise pour être insoumise. Peut-être bien, c'est possible. Mais en tout cas, C'est pas mal ça. ouais, c'était en conférence de presse. Je crois que c'était Sébastien Jumel, je crois qu'il s'appelle. Il me semble que c'est ça. Donc en tout cas, moi, je trouve que c'est pas du tout étonnant. Malheureusement, comme tu l'as dit, Cyrine, il y a des prérequis pour être de gauche et ils sont en train d'en décocher un paquet. Parce que on peut pas être de gauche si on ne prend pas la démocratie, on peut pas être de gauche si on ne prend pas le débat. Mais bon, apparemment, le débat, il ne peut pas y en avoir chez LFI. Et oui, c'est Raquel Garrido, désolé. Et en tout cas, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais nous, au Parti radical de gauche, on l'avait pas, 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 pas dit exactement ce qui allait se passer, mais en tout cas, c'était les raisons qui nous ont poussé à ne pas nous allier avec LFI pour les élections. Oui, mais sur Raquel Garrido, il y a quand même plusieurs épisodes qui ont eu lieu. Je pense notamment quand je crois que c'est Bompard a pris la direction ou le lead de la France Insoumise. Déjà, il y avait eu des voix qui s'étaient levées en disant qu'ils n'étaient pas dans le comité de pilotage ou le comité de direction, je ne sais plus. Donc cette affaire ne date pas non plus d'il y a 2 jours. Cyrine, tu veux ajouter un dernier mot? Ouais, rapidement, c'est que dans deux choses. La première, sur ce manque de démocratie, dans le pendant de l'affaire Quatennens et de la Relève, il y avait une tribune qui avait été sortie, et avec nous, militants de la Relève féministe, et avec des militants insoumis qui s'étaient mis en grève pour dénoncer Quatennens et dénoncer l'absence de démocratie, que ça n'a pas été écouté. Cela étant dit, je passe à mon deuxième point pour rebondir sur ce qu'a dit Lucas. Parler de la NUPES et dire que tu étais contre à cause de LFI, encore une fois, ne pas essentialiser toute la NUPES à LFI, et en plus, ne pas essentialiser tout LFI à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'une bonne partie est contre, c'est juste qu'elle est silenciée. Donc, dire je suis contre toute la NUPES parce que je suis contre Mélenchon en personne, bah, j'ai juste envie de rappeler encore une fois, et je sais que c'est un débat continuel qu'on a eu plusieurs fois avec Lucas, mais en fait, là, on a une extrême droite qui est au pouvoir, enfin, qui est en train d'arriver au pouvoir, là. On voit actuellement, hein, ce manque d'union dans la gauche et le fait de se taper tout le temps dessus, que ce soit les partis hors NUPES ou les partis dans la NUPES, voilà ce que ça fait aussi. On a aussi notre responsabilité à prendre. Donc tout de suite taper sur la NUPES, je trouve ça trop simple. Et surtout qu'en plus, on le voit, là, la NUPES, elle est un petit peu plus fragilisée, notamment parce que les voix s'opposent à Mélenchon. Donc la NUPES n'est pas Mélenchon. Et bien qu'effectivement, pour moi, pour être de gauche, il faut combattre l'antisémitisme et le racisme et il faut être féministe, ça ne veut pas dire que d'office, LFI n'est pas de gauche. C'est absolument pas ce que j'ai dit, bien au contraire. C'est que j'ai envie qu'ils respectent ça, qu'ils le respectent beaucoup plus. Mais ça reste un parti de gauche. Certains, d'aucuns diront un parti d'extrême gauche. Moi, par rapport à la gauche, je parle pas d'extrême, je parle juste de gauche. Peut-être gauche plus radicale ou que sais-je, ou gauche libérale pour parler d'autres partis, mais juste ne pas trop facilement non plus taper sur la NUPES directement, parce que, encore une fois, Mélenchon ne représente pas toute la NUPES.
Oui, mais sur ça aussi, il y a une certaine hypocrisie parce que quand Jean-Luc Mélenchon, il était bien placé dans les sondages, tout le monde, enfin beaucoup l'encensaient, et tout le monde allait dans son sens. Et puis maintenant qu'il y a quelques sondages qui sortent en disant qu'il est détesté par une large partie de la gauche, eh ben il est de bon ton de lui taper dessus. C'est un peu facile aussi, non, Tom? Pardon, tu peux répéter, j'ai pas très bien entendu. J'ai dit que là, en ce moment, quand même, la tendance médiatique ou politique, elle est à taper sur Jean-Luc Mélenchon. C'est la vérité. Oui, oui, c'est la vérité. Mais après, c'est la vérité. Aujourd'hui, on a eu une diabolisation de la France insoumise, mais aussi d'une partie de la gauche. Quand Gérald Darmanin, qui je répète d'ailleurs comme ça en cette journée, a écrit pour l'Action française, donc des journaux d'extrême droite antisémites, je le répète, quand Darmanin a accusé les écologistes d'être des éco-terroristes, quand il a accusé une grande partie de la gauche en incluant une partie du PS d'être sorti du champ républicain. Voilà. Donc aujourd'hui, de toute façon, il y a un mouvement politique de la part des libéraux de la droite et de l'extrême droite, justement, de diaboliser la gauche. La France insoumise est très critiquable. Pour moi, elle n'est pas sortie du champ républicain. Une grande partie de leurs militants sont des camarades. Ils ont des excellents députés qui défendent au jour le jour ce qui reste de social dans notre pays. Donc oui, je vais élargir, dire que c'est toute la gauche et les écologistes aujourd'hui qui sont attaqués parce que de toute façon, la Macronie prépare le duel entre, je sais pas qui ça va être, Darmanin, Édouard Philippe et Marine Le Pen. Et de toute façon, comme d'habitude, ils vont nous appeler à faire au barrage au dernier moment. Et l'extrême droite a trouvé le parfait bouc émissaire avec la gauche qui devient les infréquentables. Donc ils sont très très contents avec cela. Donc oui, c'est malheureux, on va devoir faire quelque chose, il y aura un travail de pédagogie, et le ou la candidate unique de la gauche, que j'appelle de mes vœux pieux, devra justement se défaire de ces idées, de cela, et on doit se remettre en question. La France insoumise doit se refonder dans un mouvement démocratique décentralisé. Les écologistes doivent arrêter leur guéguerre interne. Génération doit mieux se faire entendre. Et le PS aussi doit arrêter ses guerres internes. 2 points. Premier point, c'est très compliqué pour moi d'avoir des gens de la France insoumise dans le podcast Camarades. Pour un mouvement, un parti politique qui quand même se revendique d'avoir un certain poids, d'avoir un certain pouvoir, une certaine légitimité à gauche. Pour moi, c'est très compliqué. Je le dis, et c'est pas la première fois que je le dis, je l'ai déjà eu dit, c'est très compliqué d'avoir des militants, des engagés dans le podcast Camarades. Il y a Benoît Tirmarche qui est venu plusieurs fois et je l'en remercie d'être venu et d'avoir participé au débat avec franchise et respect, mais c'est vrai qu'après c'est très compliqué, on en a de temps en temps. Deuxième point, et là vraiment Tom, je veux bien ton regard sur le sujet parce que le fait que tu sois engagé chez les écolos, c'est très important. Alors on parle pas de la France insoumise en particulier, mais moi je trouve que la gauche, là, ces derniers jours, a perdu une occasion. C'est le fait que l'association Les Soulèvements de la Terre n'est pas dissoute. On a perdu, à mon sens, mais je veux bien votre regard à vous trois sur ce sujet, on a perdu une occasion d'affirmer des choses à gauche. Tom ? Oui, mais je pense que du fait de la situation internationale, on n'a pas pu autant s'exprimer qu'on voulait. Il y avait toutes les polémiques autour de la participation du RN. Et oui, la gauche et les écologistes, mais pour moi, l'écologie ne peut être que de gauche. Donc c'est un désaveu pour Darmanin énorme. Oui, c'est un désaveu et on montre que aujourd'hui, la France est en train de plus en plus de ressembler à un régime illibéral. On critique la Pologne, on critique la Hongrie, mais la France fait pas mieux. Et justement, on ne sait je vais reprendre, on a la gauche la plus bête du monde, ça faut sans doute le rappeler de temps en temps, mais on sait pas avoir les occasions. Quand on a eu des mobilisations massives sur les retraites, quand on réussit à gagner devant le Conseil d'État et à désavouer Darmanin sur ça, on fait rien. On communique, on fait nos dirigeants font un petit tweet, voilà, mais on ne sait pas utiliser. Aujourd'hui, on doit soutenir les soulèvements de la terre, on doit soutenir aussi toutes les associations qui luttent, par exemple dans le sud sur la 69, mais on est inaudible. Pourquoi on est inaudible? Ça vraiment, c'est quelque chose que je comprends pas. Les plateaux télé, on n'y va plus.
Les journaux font un petit article. La chose, c'est que je pense vraiment, on a peur de se mettre en avant, on a peur de faire nos propres propositions, car on est tellement dans des guéguerres internes à la gauche que avoir un mot de travers, c'est mettre en déséquilibre une partie de soit de notre alliance, soit même des équilibres internes au parti. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On réussit à faire plier le gouvernement sur une dissolution qui était antidémocratique, illogique et illégale. Et quand il y a d'autres choses comme ça, bah, on se tait. Je suis désabusé, je sais même pas quoi dire. On est ridicule sur ça. Lucas? Non, oui. Moi, je pense que la gauche a effectivement une carte à jouer pour 2027. Et qu'il faut profiter là de ce qu'il se passe chez LFI, que les électeurs sont en train de se rendre compte de l'absurdité de certaines positions de LFI, en tout cas de son organisation sur ça, pour reconstruire une autre union. Parce que moi, je suis pour l'union. Je suis mais à 1000% pour l'union. Par exemple, nous, le Parti radical de gauche, on travaille dans la plupart des collectivités avec des camarades de gauche. Mais c'est juste que la NUPES, comme elle fonctionne actuellement, en tout cas avec au moins de l'extérieur, c'est possible que de l'intérieur ce soit différent, mais au moins de l'extérieur, cette même mise de LFI et donc de Jean-Luc Mélenchon sur la NUPES, qui a été imaginé par eux comme étant un bras armé pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne peut pas fonctionner. Moi je sais que ça me fait beaucoup penser à la série Baron Noir. Je pense que vous avez dû la voir, peut-être si vous n'avez pas vu, allez la voir. Qui en fait reprend un peu ce genre de processus, c'est-à-dire un candidat, on va dire très à gauche, qui vient à capturer les voix de gauche, mais qui en fait en réalité atteint un plafond de verre parce que toujours dans le clivage, toujours à être contre tout le monde et en fait à prôner la révolution bolivarienne. Et la gauche, à la fin, se rend compte que il y a effectivement la possibilité que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et c'est plus qu'une possibilité parce que ça va arriver, sans vous spoiler, sauf que ça n'arrive pas. Mais la solution qui est trouvée, c'est de recentrer la gauche, de faire une vraie union de la gauche avec tous les partis de gauche, tous les camarades, mais qui n'est pas centrée sur une personne, mais qui est centrée sur un programme de gauche, mais pas autant radical que ce que prône la France insoumise. Parce que il faut rappeler quand même que une élection, oui, au premier tour, ça se gagne à gauche, à droite, à extrême gauche, à extrême droite. Mais au second tour, une élection, ça se gagne au centre. Et si on est trop extrémiste à vouloir tout casser, eh bien, les électeurs qui sont plutôt centristes n'iront jamais voter pour un candidat qui veut tout casser. Et il faut, entre guillemets, les comprendre. Tout comme, il faut l'espérer en tout cas, s'il y a le RN encore une fois au second tour contre, imaginons un duel Mélenchon-Le Pen, les gens du centre, vers qui ils iront? C'est une vraie question, contre celui qui malheureusement ne voudra pas tout casser. Et aujourd'hui, moi je le déplore et ça me fait très peur qu'en 2027 Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir, mais Marine Le Pen ou d'ailleurs quelqu'un d'autre au Rassemblement national, hein, mais à vouloir toujours tout casser et en fait à notabiliser le Rassemblement national. LFI en fait fait plus de mal à la gauche qu'autre chose parce qu'ils ne dépasseront jamais un plafond de verre qui est en fait celui de gagner l'élection présidentielle. Ça n'arrivera jamais de la vie, jamais de la vie. Et donc, si on veut que la gauche puisse arriver au pouvoir, il faut dès maintenant se mettre autour d'une table, plancher sur un programme commun, mais un programme commun basé sur aucun des programmes. C'est-à-dire que c'est pas l'Union populaire avec 2-3 modifications, mais un vrai programme de gauche qui soit travaillé avec les partenaires sociaux et pas seulement entre nous, les partis, parce qu'il faut aussi les prendre avec nous si on veut gagner. Il faut prendre tout le peuple de gauche. Et le peuple de gauche, il y a aussi les partenaires sociaux dedans, les associations. Donc, travaillons à ça ensemble et en 2027, faisons en sorte que la gauche gagne. Merci Lucas. Je me permets de rajouter un petit mot. Je te suis sur énormément de choses que tu as dites à juste titre.
Moi, si, il y a, c'est personnel, hein, je vais encore me faire des amis du côté des camarades socialistes, communistes et autres, mais c'est pas grave. Moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que chaque fois il y a une situation de blocage, euh, quelque chose qui va pas, un désaccord, on sort l'étendard de on casse ce qui existe. Et on l'a vu avec la NUPES. Il y a eu 2-3 blocages et on n'a jamais anticipé ce qui va suivre derrière. Et la conséquence de ça, c'est Fabien Roussel qui, tous les 4 matins, nous dit la NUPES c'est fini. Ben parce qu'il sait très bien que derrière, il n'y a rien. Donc pour l'instant, en termes de tempo politique et médiatique, la seule chose qu'il y a à dire, c'est la NUPES c'est fini. Mais le problème, c'est que le jour où la NUPES elle sera finie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas grand cause, pas grand chose, comme on dit. Donc la problématique, c'est ce que tu dis, Lucas, c'est que la création d'une alternative, d'un autre territoire d'expression, de rassemblement, de travail en commun, il faut le construire dès maintenant. Et chaque fois, on le dit, et chaque fois, ça ne se fait pas. Alors pourquoi? Je sais pas. Problème d'ego, problème de formation politique, timing peut-être électoral qui fait qu'il y a les élections européennes bientôt, je sais pas. Est-ce que tu as un avis, Lucas, avant de passer la parole à Cyrine? Oui, moi je pense, bon, effectivement, il faut déjà, je pense, laisser passer les élections européennes parce que tout le monde a décidé de partir tout seul. On ne refera pas ce qui a été décidé là. Du moins, j'y crois pas. Je pense qu'effectivement, tout le monde partira tout seul. Et c'est peut-être Voilà. mieux. Avant, on peut rien faire. Je pense, on peut essayer, en tout cas, mais de travailler pour un projet pour la France. Parce que en réalité, je pense que tout le monde va partir avec son petit programme. Et d'ailleurs, nous, les radicaux, on a une convention sur l'Europe le 25 novembre, hein, donc on va pas faire exception à la règle. Hein. Mais je pense que ça sera difficile de faire ça avant les élections européennes. À moins qu'on dise, on acte qu'on parte tous de manière séparée aux élections européennes, mais qu'on travaille dès maintenant sur un vrai projet pour la France. C'est possible. Mais est-ce que tu comprends que le positionnement politique de dire tout le temps la NUPES c'est fini alors qu'il n'y a rien derrière, ça crée un vide si tu veux. Des fois il vaut mieux garder quelque chose et essayer de faire une phase de transition. Tom qui est écolo, il sait ce que c'est la transition, que des fois de faire des coupures radicales. Vous avez été net, clair, précis, du début à la fin. Il n'y a pas eu de changement. c'est ça. Nous, Mais quand tu veux opérer un changement, forcément, il faut de la transition. mais nous, on a été, tu le dis, clair, net, précis, dès le début. Depuis 2021 ou 2020 même, je crois. En réalité, ouais, c'est ça, c'est fin 2020. Nous, on avait, à notre convention nationale, invité tous les partis de gauche et dit qu'il fallait travailler ensemble afin de pouvoir obtenir un programme commun pour la gauche en 2022 et pouvoir se présenter ensemble. On nous a rionné. En 2021, on a retenté l'expérience. On a redit, les amis, on est tous d'une même famille avec des divergences. Tentons l'expérience, il faut qu'on travaille en commun et on réussira à gagner. Ça, on nous a rionné. Et d'ailleurs après, il y avait eu vous savez, la grande réunion qu'ils avaient fait avec tout le monde là. Où ils avaient fait une belle photo de famille. Et en sortant, Jean-Luc Mélenchon avait dit oui, ben non, c'est ciao. Bon, mais voilà, nous depuis 2020, on dit qu'il faut travailler ensemble et qu'il faut qu'on travaille à une alternative crédible, pas une alternative de dire on va tout casser et demain c'est la révolution bolivarienne, parce que ça ne marchera pas. Et effectivement, quand en 2022 il y a eu la NUPES, nous avons considéré que ce n'étaient pas nos valeurs qui étaient défendues dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, car c'était en réalité une extension de l'Union populaire. Et ça, pour nous, ce n'était pas possible. On peut se mettre d'accord pour une union électorale, mais à condition que ce soit sur le fond et pas sur la personne. Parce que se mettre d'accord sur une personne, ça n'amène jamais à rien. À moins que la personne, ce soit, comme il y a eu au début de la Ve République, le général de Gaulle qui était l'homme providentiel, comme il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale où c'était aussi le général de Gaulle, l'homme providentiel. Bon, ça peut marcher dans des situations d'extrême, d'extrême tension, de crise, ouais, de crise existentielle qui sont presque pour mettre à mal la République. Voilà. En tout cas, nous, on considère qu'il faut travailler sur le fond avant de travailler sur les personnes. Et c'est ça. Comme tu l'as dit, nous, on n'a jamais changé. Bon, peut-être qu'effectivement, de notre petite voix, on nous entend pas, on n'est pas assez médiatique, c'est possible aussi. Et j'en suis convaincu. Mais il faut qu'on puisse travailler ensemble pour qu'en 2027, la gauche puisse gagner. Mais la gauche crédible, celle qui changera la vie des gens concrètement, et pas celle qui fera des promesses en l'air comme je le dis comme ça, parce que en fait, c'est vraiment ce que je pense, mais de tout casser pour reconstruire après.
Oui, et puis en termes de méthodologie, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. On le voit notamment à l'occasion des élections municipales, le printemps marseillais. On en a déjà parlé dans le podcast, ça a été l'occasion de fédérer des gens des partis politiques et de la société civile avec un certain équilibre. Peut-être que le Parlement populaire, c'était peut-être ça qu'il fallait garder au-delà de la figure politique, c'est-à-dire être là pour un meneur, pour un homme, pour une femme, pour une personnalité politique, pour un dirigeant politique. Peut-être que c'était une méthodologie qu'il fallait consolider. Et faire des parlements populaires dans tous les territoires, ça nous servirait pour toutes les élections. Et je suis pas sûr que ça a été fait. Cyrine? Yes, je voudrais d'abord revenir au début sur pourquoi est-ce que on a manqué quand tu parlais des soulèvements de la terre, quand on voit aussi par rapport à la marche contre l'antisémitisme et tout ce qui se passe vis-à-vis de la gauche, c'est qu'en fait, j'ai peur en fait qu'aujourd'hui toute la politique en France, hein, je vise personne, en fait fasse du Trumpisme, dans le sens où fasse de la politique par Twitter et par Instagram. C'est pas simplement en mettant un petit tweet et un petit post Insta, bravo pour les soulèvements, que les gens vont le voir. Les gens ne regardent pas forcément nos réseaux sociaux. Il aurait fallu faire, je sais pas, une énorme je parle pas de non, je parle pas de toi, Lucas. Je parle du tout début quand on disait pourquoi est-ce que quand il y a eu les soulèvements, on aurait pu s'en saisir. Non, on s'en est pas saisi. J'étais pas en train de parler de ce que tu avais dit, Lucas. Parce qu'en fait, on fait de la politique sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça la vie. Mélenchon qui sort ses notes de blague et qui sort ses tweets, ce n'est pas ça la politique. Quand les partis de gauche, on va juste faire un petit post façon, un petit tweet. C'est pas ça la politique. C'est organiser des événements, c'est tout se parler ensemble. Et donc ça rejoint ce que tu dis, Lucas, depuis tout à l'heure, ce que Tom aussi a dit, c'est faire en sorte d'avoir un programme tous ensemble, en fait, pour juste changer ce qui ne va pas. Moi, je suis pas profondément pour renverser toute la table et redresser une nouvelle table. Non, il faut y aller étape par étape. Et pour changer au mieux et améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Et c'est pour ça qu'on est censé faire de la politique. Là où aujourd'hui il y a bien trop de pipolisation et de personnalisation de la politique où, comme vous l'avez tous dit à juste titre, c'est un peu ce truc d'homme providentiel ou femme présidentielle. Enfin, bien plus des hommes, hein, sinon c'est pas drôle. Alors que effectivement, on n'est pas censé se rejoindre derrière un homme, mais derrière une idée, derrière un programme. Et là, je te rejoins, Lucas, sur ça. C'est construire un vrai programme, toutes et tous ensemble, qui conviennent à tout le monde et où toutes les voix ont été entendues. Et en même temps, pardon, mais les personnes qui n'ont pas voulu la NUPES depuis le début, c'était aussi parce que elles étaient d'office anti-Mélenchon, anti-LFI, et qu'elles n'ont pas essayé ça. Permettez-moi de le dire, je ne veux pas forcément attaquer PRG ou d'autres partis, mais factuellement, c'est ce qui s'est passé. C'est d'office, il y a LFI, hop, on n'en veut pas. Alors que non, on aurait tous et toutes dû se poser à la table. Et surtout, il me semble, j'avais parlé à quelqu'un du PRG qui disait non, on refuse de parler avec LFI. Oui, enfin, attends, là, on a une extrême qui est en train de monter. Donc, premier point, c'était, il faut qu'on arrête les réseaux sociaux. Bien sûr, on communique, c'est censé être un outil de communication, mais c'est qu'on fasse bien plus. C'est qu'on aille voir les gens, qu'on fasse du porte-à-porte, qu'on revienne aux racines et à l'essence même des actions militantes de gauche. C'est directement porter la voix des gens, plutôt que porter la voix d'un homme ou de quelques personnes et de leurs ambitions politiques. C'est de prendre en compte ce que les gens vivent et de le porter. Donc quand, par exemple, on parle notamment d'écologie, c'est l'écologie populaire, c'est aussi aller dans les quartiers populaires, leur faire comprendre que l'écologie, c'est pas qu'une affaire de manger bio, manger du quinoa et des graines, mais acheter une orange à 10 €. Non, c'est tout un tas de petites choses à faire. Quand on parle de la vie chère, enfin, je pourrais tout déballer pendant des heures. Et là, on n'est pas en meeting politique, mais en tout cas là, l'urgence, et je urge les chefs de partis de gauche et tous les militants de gauche, c'est arrêter la politique Twitter, Instagram. Ce n'est pas comme ça la politique, c'est aller voir les gens, porter des mesures concrètes, et c'est quand les gens voient qu'il y a des choses concrètes qui sont faites que là, ils croient en nous. Et effectivement, dis aux gens de venir dans le podcast Camarade, s'il te plaît, merci. Mais vraiment, venez tous, allez harceler Baptiste sur Twitter, je vous donne son numéro si vous voulez, et tout le monde vient dans le podcast Camarade. J'appelle aussi les insoumis à venir dans le podcast Camarade. Venez. En fait, c'est ça le principe du podcast, on est camarades, on parle tous et tout ensemble. Et là, je suis un peu en train de retrouver ma voix grâce au miel que j'ai pris, mais elle va partir dans 2 minutes. C'est miel que bio ou pas hein, toujours. Ça, par contre, oui, ça, je fais attention. Miel bio. Je suis pas végane, mais je fais attention quand même. Et mais tu m'as perdu avec ce que tu m'as dit. Ah oui, c'est qu'on a un vrai programme, mais pas un programme juste sorti du chapeau de Pierre-Paul Jacques. C'est un programme basé sur ce que les Français et les Françaises veulent. C'est les écouter, c'est voir ce qui se passe. Et autre point aussi,
Je passe pour la grande gueule relou très critique, mais moi je préfère critiquer et dire ce qui va pas parce que j'ai un principe d'honnêteté en politique. Peu importe que beaucoup n'aiment pas, je préfère toujours dire ce que j'ai à dire. Je dirai à la personne ce que j'ai à dire en face et j'irai la défendre derrière. Là où beaucoup font l'inverse en politique, mais moi ce que je dis c'est déjà arrêter de faire de la politique juste pour son ego et écouter ce qui se dit vraiment, faire un vrai programme basé sur ce dont on a besoin, sur ce qui compte, et qu'on arrête et qu'on accepte qu'on accepte la critique en fait. Que quand les Françaises critiquent, quand les militants critiquent, en fait qu'on écoute, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, et que ce soit LFI ou d'autres, dans plein d'autres orgas, c'est très compliqué de se faire entendre quand tu n'es pas la voix de la personne qui dirige le parti. Donc j'appelle tout le monde et à venir dans le podcast Camarades, et tout le monde à y participer. Allez écouter les Français, parce que non, la majorité des Français n'est pas pour l'extrême droite. C'est une minorité, on dit la majorité silencieuse et la minorité qui fait du bruit. Donc là, il faut qu'on reprenne les choses en main et qu'on montre qu'on fait concrètement quelque chose sur le terrain directement. Parce que voilà, ce que j'allais critiquer aussi, c'est la professionnalisation de la politique. Des personnes qui n'ont jamais travaillé en dehors de la politique, qui depuis le début ont fait de la politique toujours et toujours. Mais c'est pas comme ça que tu sais ce qui se passe sur le terrain. C'est pas comme ça que tu connais la vraie vie des gens, la vraie vie des Français. Et là, je parle de tout parti confondu. Sarkozy le premier, François Fillon, n'en parlons même pas. Il a jamais travaillé en dehors de la politique. À gauche aussi. Moi, je prends ma calèche. Là, je tacle tout le monde. Faut arrêter avec cette professionnalisation de la politique. Moi, je suis pour que les personnes qui soient élues viennent de la société civile et déjà travailler. Quand je dis travailler, je ne parle pas que d'emploi, je parle en tout cas de venir de la société civile, parce que c'est comme ça en fait que tu sais vraiment ce qui se passe, et que quand tu parles aux gens, ils t'entendent et ils t'écoutent surtout. Parce qu'ils disent, ok, je vois de quoi il ou elle parle, c'est exactement ce que j'ai vécu, je fais confiance à cette personne. Voilà. Merci Cyrine, on va prendre quelques minutes, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important quand même qu'on traite de ce sujet-là. C'est la potentielle, je dis bien suppression de l'aide médicale d'État. Je vais laisser la parole à Tom dans quelques instants. Alors pour revenir très brièvement, suppression votée au Sénat, et depuis la suppression votée au Sénat, il y a notamment 3500 médecins qui promettent de désobéir et qui montent au créneau, et je crois savoir aussi que l'Espagne avait supprimé cette aide et puis est revenue sur sa décision. Tom ? Merci. Déjà, j'applaudis vraiment les médecins qui ont fait cette tribune, parce que le serment d'Hippocrate, ce n'est pas seulement des mots, c'est une philosophie de vie, et vraiment la suppression de l'AME, c'est la déshumanisation. C'est une mesure xénophobe. C'est une mesure xénophobe, faut le dire. Et moi, j'ai envie de vous dire ce que nous, chez les Jeunes Écolos, on propose. J'ai envie de vous dire que après ce que je vais dire, l'auditeur a envie de se dire, c'est la ligne camarade, c'est garantir un droit d'accès aux soins, car aujourd'hui, on a une difficulté d'accès aux soins qui est aggravée, même hors AME. Mais vu que c'est toujours les mêmes qui ont toujours les mêmes qui vont avoir plus de difficultés, c'est les réfugiés, c'est les plus précaires, c'est les femmes, c'est les jeunes enfants, c'est les personnes âgées, c'est les personnes handicapées. Donc la volonté du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas d'améliorer les conditions, et c'est pas avec 0,5% du budget de la sécurité sociale qu'on va faire des grandes économies. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des groupes de travail du premier forum interassociatif de la plateforme des soutiens aux migrants qui font des propositions, mais qui ne sont pas écoutées par les sénateurs et sénatrices. J'espère qu'ils le sont plus écoutés par les députés. Donc, il y a des choses, c'est aujourd'hui la barrière de la langue n'est pas prise en compte dans le cadre des dispositifs existants. Imaginez-vous faire une séance avec une psychologue ou un médecin via Google Traduction, parce que le manque des moyens des associations d'accompagnement aux migrants, c'est catastrophique. C'est des personnes qui ont des polytraumatismes psychiques, psychologiques, physiques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est constitutionnaliser l'AME avec l'intégration de ses bénéficiaires dans le régime général de la sécurité sociale. Qu'un malade, qu'une personne traumatisée, soit de Bretagne ou soit de Syrie, aucune différence. Soignons-le, soignons-la. Donc il faut vraiment un droit d'affiliation immédiate et effectif à la protection universelle des maladies pour les demandeurs et d'asile. C'est quelque chose qui doit être automatique. Quand vous arrivez de zone de guerre, vous devez être accompagné immédiatement. C'est une question de politique publique, c'est une question de volonté politique, et c'est une question de santé publique. Quand on voit
le fond des poubelles de ces raclures d'extrême droite qui accusent chaque arrivée de Galles, etc., sur les migrants, sur les réfugiés, aidons ces personnes à se soigner, ça sera très bien. Donc aussi un apport d'une réponse globale aux personnes sans domicile, très souvent réfugiés, grâce à un renforcement des structures, donc LHSS, donc c'est les lits halte soins santé, notamment dans la ville où de nombreuses personnes sont à la rue. À Paris, ça disparaît et c'est vraiment catastrophique car ces structures, c'est des structures donc médico-sociales, sont chargées d'accueillir des personnes sans domicile, mais dont l'État ne justifie pas ou plus une hospitalisation. En fait, beaucoup de sénateurs ont accusé il y a un manque de lits et c'est des réfugiés qui ne payent pas, qui les prennent. Justement, il y a des structures qui existent pour ces personnes qui n'ont pas besoin de lit d'hospitalisation et on va soigner entre guillemets le mal à la racine. Donc vraiment, encore une fois, la suppression de l'AME, c'est une mesure profondément xénophobe, populiste. Ça coûte rien à l'État aujourd'hui de soigner ces personnes qui en ont besoin. On l'a fait avec les réfugiés ukrainiens. C'est normal, faisons-les avec chacun des réfugiés. Parce que quand on refuse l'AME à des réfugiés subsahariens ou venant du Levant, c'est avant tout une mesure raciste. Il nous reste pas beaucoup de minutes, mais est-ce que Lucas, tu veux rajouter quelques mots assez brièvement? Je sais, c'est compliqué sur ce sujet, qui est quand même très important et on doit, nous, être au rendez-vous pour faire preuve d'universalisme. Lucas? Non, oui, juste, effectivement, et lui, il y a Tom qui a donné beaucoup de détails, donc c'est très très bien. Moi, juste dire que on a été profondément choqués de cette mesure qui a été proposée par la droite sénatoriale. Espérons, normalement c'est prévu en tout cas que l'Assemblée nationale reviendra dessus, mais juste dire que effectivement s'il y a des gens qui croient régler les problèmes sanitaires en France en faisant en sorte que les étrangers ne puissent pas se soigner, je crois qu'ils n'ont rien compris à l'infectiologie, etc. Parce que si on laisse des personnes malades en France, eh bien, de facto, elles contamineront les personnes saines en France. Donc, c'est une connerie sans nom, désolé de le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, Tom a à peu près tout dit. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà. Merci Lucas d'avoir été là. Avant de revenir à Tom et de lui poser la question rituelle du podcast Camarade, Cyrine, je te remercie d'avoir été là. Un dernier mot pour la fin? Yes, bien sûr, un dernier mot. C'est Tom et Lucas ont vraiment résumé ma pensée, donc merci à eux. Et c'est effectivement une mesure profondément xénophobe. Encore une fois, comme Tom l'a rappelé, c'est 0,5% du budget. Enfin, ça ne représente rien. C'est juste une mesure pour faire plaisir à l'extrême droite, hein, tout simplement, et au racisme. Lucas l'a aussi dit. Si jamais on ne soigne pas ces personnes déjà, on a un principe liberté, égalité, fraternité, avec un grand F que je mets en gras, police 200, surligné tout ce que tu veux, fraternité. Et cette devise-là est en train de se perdre, tout comme les deux autres, j'ai envie de dire. Et c'est retrouver ce principe de fraternité, c'est soigner les autres personnes. Comme ça a été dit, pourquoi est-ce qu'on soigne les réfugiés ukrainiens? On doit les soigner, mais on ne soigne pas les autres. Et surtout, en ne les soignant pas, ça va juste propager beaucoup plus facilement les maladies sur le territoire français. Et j'ose espérer effectivement que l'Assemblée nationale va retoquer cette suppression-là, parce qu'à l'Assemblée, on a quand même plus de députés de gauche. Donc si je peux rajouter une dernière phrase sur l'union de la gauche, qui est absolument nécessaire et qui n'a pas forcément été au rendez-vous au Sénat, et ça nous a fait perdre des places, c'est juste l'union de la gauche pour pouvoir défendre tout ça. C'est la ligne camarade. Merci Cyrine et à très bientôt, notamment pour un prochain épisode concernant les VSS. Sujet très important, il faudra qu'on en parle et on va prendre le temps d'en parler entre camarades. Tom, le dernier mot de la fin, quelle est pour toi ta définition, ta vision de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Si ce mot te parle, bien sûr. Être camarade, c'est avant tout partager des volontés communes, partager une volonté aussi de prendre le pouvoir et défendre des sujets. Je suis très content que vous parliez des VSS la prochaine fois, comme quand je suis très content que mes camarades de gauche, car pour moi, être camarade, c'est être de gauche, c'est quand ils parlent de validisme, quand ils parlent de discrimination systémique. Être camarade, c'est s'aider sur ces sujets. Être camarade, c'est avant tout partager des combats communs et s'apporter énormément de choses.
être un camarade, c'est apprendre de l'autre. Et vraiment, je suis très content d'avoir été présent ce soir, car j'ai beaucoup appris de Lucas et encore plus de Cyrine, avec qui je partage énormément de combats communs. Merci Tom, c'est ça aussi la force du podcast Camarades, c'est de se retrouver dans un espace commun pour se parler alors que nous avons tous nos différences, et peut-être Lucas connaît cette phrase que j'apprécie beaucoup: si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et la différence doit être perçue comme une forme d'enrichissement pour s'enrichir soi et enrichir les autres. Et Tom, je te fais une proposition pour vraiment terminer les derniers mots. Je te propose, et j'aimerais bien que tu sois là, qu'on fasse un épisode spécial sur le handicap. Et ça serait bien qu'on fasse ce sujet-là pour parler de certains sujets dont, dans le handicap, des sujets dont on ne parle pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. Merci les camarades et à très bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.